Bienvenue à tous. Après avoir étudié en long, en large et en travers la série animée Batman, il est temps de conclure ce dossier et de s'intéresser aux films tirés de la série. Et vous allez voir que, comme pour la série, l'équipe de Bruce Timm s'est donné des moyens à la mesure de ses ambitions. America's most exciting movie hero battles his newest arch enemy, the Phantasm, in an all-new full-length feature film, Batman: Mask of the Phantasm, rated PG, starts December 25th, only in theaters. Après cette petite vidéo qui nous met un bon petit coup de vieux à tous, remettons-nous un peu dans l'ambiance de l'époque. Nous sommes en 1993 et la première saison de Batman a battu des records d'audience à la télévision. Rajoutons à cela que la Batmania battait aussi son plein avec les succès gigantesques des films de Burton. Comme quoi, la chauve-souris a toujours su conquérir un large public. Encouragée par tant de réussite, la Warner décide de commander un long métrage à l'équipe de Bruce Timm. Doté d'un budget de 6 millions de dollars, ce long métrage sera destiné au marché vidéo. L'histoire du film mettra en scène un personnage complètement inédit, le fantôme masqué. L'ange de la mort t'attend. Ce dernier sévit en ville pour éliminer un par un des puissants membres de la mafia. L'opinion publique et la police pensent que Batman est responsable de ces crimes. Au même moment, Andrea Beaumont, un amour de jeunesse de Bruce Wayne, refait surface. Plus l'enquête de Batman avancera, et plus il découvrira que tous ces meurtres sont intimement liés à Andrea et à son père. L'enquête se conclura dans une sanglante confrontation avec le Joker, lui aussi impliqué dans cette histoire. Lorsque la Warner donne le feu vert à cette production, le script est laissé au bon soin d'Alan Burnett. Plusieurs idées circulent, dont celle où Batman se retrouve enfermé dans l'asile d'Arkham afin d'être jugé par tous les criminels qu'il a incarcérés. Ce pitch fut abandonné, mais donna tout de même lieu à un épisode classique de la série télé. Finalement, Burnett se mit d'accord. Il voulait raconter une histoire d'amour. Pour l'aider à finaliser le script, Burnett fut aidé par Martin Pascoe, qui écrivit la partie consacrée au flashback. Michael Reeves élabora le climax final impliquant Batman, Andrea et le Joker. Puis Tim et Dini comblèrent diverses parties de l'histoire avec leur vision. Évidemment. Ce qui devait être une conclusion à la série animée devient, ironiquement, une sorte d'origin story. La preuve que Bruce Timm s'est totalement réapproprié la mythologie Batman à travers ce film. À ce titre, le film va bouleverser les conventions propres à ce genre de réalisation. D'abord à travers la narration qui opte pour une construction en flashback à la manière de Citizen Kane, une référence revendiquée par Timm. Le ton du film est intensément plus sombre et grave que la série. D'ailleurs, le personnage du fantôme masqué est librement inspiré du Reaper, le monsieur là. C'est-à-dire un des personnages les plus radicaux de l'univers Batman. On peut remarquer que les auteurs se sont lâchés sur beaucoup plus de points. Avec la violence par exemple, les combats sont plus brutaux et souvent fatals. Même si les morts ne sont pas explicites, elles sont présentes. Les dessinateurs n'hésitent pas non plus à bien faire saigner les personnages. Le Joker, quant à lui, n'a jamais été aussi inquiétant. On fait jamais trop attention avec tous ces détraqués qui se baladent. Il apparaît dans le film comme le symbole de tout ce qu'il reste de l'histoire d'amour entre Bruce et Andrea. Autant vous dire que tout semble désespéré. Le combat final entre Batman et sa Némésis donne l'occasion aux auteurs de citer des films de monstres comme King Kong ou Godzilla, ou encore de faire un clin d'œil à la saga James Bond. Une autre scène marquante du film est celle où Batman est pourchassé par la police. Une scène qui semble inspirée du film de Verhoeven, Robocop. Des références pour le moins osées dans le cadre d'un film jeune public. Bon, je vais jeter un petit pavé dans la mare et en fâcher plus d'un, mais Batman contre le fantôme masqué est LA meilleure adaptation cinématographique du justicier de Gotham. Tout simplement parce que ses auteurs auront capté l'essence super-héroïque de son personnage, ce que n'auront pas compris Tim Burton ou Christopher Nolan. Les auteurs construiront cette histoire à la manière d'une tragédie à l'issue forcément fatale. Chaque décor où évoluent les personnages scelle le ton de leur destinée. La première rencontre entre Bruce et Andrea se fera dans un cimetière. Puis ils se déclareront leur amour face à la stèle des parents Wayne, où leur fils remettra en cause sa promesse. On retrouvera aussi le couple dans une sorte d'exposition universelle, s'imaginant un futur idéal. Pourtant, à chaque fois que le couple semble se rapprocher, un événement vient les perturber. Une agression dans une rue par exemple, ou l'apparition d'une nuée de chauves-souris. Comme si le destin appelait Bruce à devenir Batman. L'acte final ne pourra se conclure que là où les deux amoureux se sont promis un amour éternel. L'ancienne cité pleine de promesses est devenue la sinistre demeure du Joker. Contrairement à Bruce, qui aura su œuvrer pour la justice en tant que Batman, Andrea tombera dans le piège de la vengeance aveugle en incarnant
le fantôme masqué. Alors, vous avez deviné? Alfred résumera très bien la situation en réconfortant son maître. La vengeance empoisonne le cœur, Bruce. Je crains toujours que vous ne deveniez cela même contre quoi vous luttez. Chaque nuit, vous marchez au bord de l'abysse, mais vous n'êtes jamais tombé. J'en remercie le ciel de tout mon cœur. Et c'est sur ce point que je vais insister. Bruce Timm et son équipe nous mettent en scène le véritable sacrifice d'un super-héros. En devenant Batman, Bruce mettra de côté sa vie privée pour devenir le justicier de Gotham. Donc, pas question d'avoir une vie de couple, ni de passer des vacances au calme. Non, Bruce devra se dévouer corps et âme à son devoir de super-héros. Le dernier plan du film nous montre un Batman assumant pleinement ses responsabilités et qui ne baissera jamais les bras face à l'adversité. Parlons aussi de la partition de Shirley Walker. Quitte à orienter le film vers d'autres horizons, autant le faire à fond. Tout comme le métrage, la bande originale est plus ténébreuse et plus mélancolique. C'est aussi la première fois que Walker utilise des chœurs pour illustrer les aventures de Batman. Il y a d'ailleurs une anecdote intéressante à ce propos. La compositrice, voulant rendre hommage à son orchestre ainsi qu'à l'équipe en charge du mixage sonore, rédigeait un texte pour sa chorale où l'on peut entendre les noms de ses collaborateurs. En Noël 1993, le film peina à rembourser son budget lors de sa sortie en salle. La faute incombe à la Warner qui insista pour que le film sorte au cinéma. Le travail de Timm et de ses collaborateurs était porté vers un format et une animation télévisuelle. Et il est vrai que cela reste la véritable faiblesse du film. Quand on sait que son concurrent direct était Aladdin, on ne peut que se résigner devant cette erreur de timing. Pourtant, Timm dira lui-même que si on lui avait donné plus de temps, le résultat aurait été meilleur. Afin de pallier à ces divers problèmes, Timm et son équipe mirent tout en œuvre pour améliorer le métrage. Le générique d'intro s'ouvre sur la ville de Gotham, entièrement généré par ordinateur. C'était en réalité un test effectué pour la série en vue de numériser la ville. Tous les storyboards ont été corrigés pour passer d'un format 4/3 à un format 16/9, ce qui explique que certains plans ou séquences tranchent avec le reste du métrage. Évidemment, la promotion du film fut bazardée à la dernière minute et le public habituel fut assez déconcerté par la maturité du film, alors que le marketing était dirigé vers une petite tête blonde. Cependant, le film fut un carton en vente vidéo et put se refaire une meilleure réputation. Et c'est ainsi que nous allons conclure ce dossier. Batman contre le fantôme masqué sonne comme une sorte de synthèse ultime du travail de Timm sur le justicier de Gotham. Le travail et la prise de risque ont payé. Ce qui n'était qu'un simple produit de commande pour faire perdurer la popularité des films de Burton s'est transformé en véritable œuvre pop qui a tracé son propre chemin. Timm, Dini et leurs principaux collaborateurs ont su fasciner leur vision de Batman. Il y eut un autre film nommé Sub-Zero, sorti en 1998 avec les apparitions de Mr. Freeze, de Robin et de Batgirl, nettement moins intéressant mais toujours plus louable que le film de 1997. Timm continuera à façonner la mythologie DC Comics avec d'autres séries, mais aussi des projets de long métrage plus ou moins ambitieux qui restent une véritable particularité dans le monde de l'animation. Quant à Paul Dini, il continue à œuvrer pour une autre grande adaptation de Batman, la série des Arkham en jeu vidéo. Parions que dans une dizaine d'années, quelqu'un fera une rétrospective sur ces jeux afin de mettre en évidence leur qualité. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce dossier sur la série Batman. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir à vos amis. Sur ce, le Bat Signal m'appelle pour partir vers de nouvelles vidéos.